Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня в «Зеленой гостиной» наш гость Жан-Кристоф Майо, который сейчас работает в Большом театре и делает для нас постановку по Шекспиру «Укрощение строптивой». Alors, moi je vais demander pourquoi avez-vous choisi ce titre de Shakespeare? Parce que surtout cette année, on a l'impression qu'on a refait les grandes choses de Cranco, mais je ne sais pas si vous avez pensé à ça, peut-être pas du tout. Non, pas du tout. La première raison, c'est que je souhaitais absolument travailler sur un ballet narratif. Je voulais, pour avoir ma première rencontre avec les danseurs du Bolchoï, je voulais qu'on puisse se rencontrer sur cette relation que j'ai de si particulière à la narration. Comment le corps du danseur peut raconter une histoire. C'est quelque chose qui me fascine. Pourquoi La Mégère apprivoisée? Parce que c'est un ballet que j'ai dans la tête depuis très très longtemps. Dont j'ai toujours rêvé de faire pour ma danseuse principale qui est Bernice Kopiters. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans cette pièce, dans la relation au couple, dans la relation à la femme, dans la position de l'homme, quelque chose qui me semblait instinctivement correspondre peut-être à ce type de danseur, ou peut-être même à ce type de culture dans ma tête. Et puis après, immédiatement, j'ai trouvé l'envie de travailler autour de la musique de Shostakovich. Et moi, j'aime toujours cette relation entre la danse et le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort pour moi entre le rapport au corps, le rapport à l'image dans l'espace. Et tout ça s'est mis comme un espèce de puzzle ensemble et c'est devenu pour moi une forme d'évidence. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait me permettre d'explorer les capacités théâtrales et de danse de ces danseurs-là. Voilà, c'est la raison principale. Et puis alors, Shakespeare, ce que j'aimais dans cette pièce, c'est que c'est une pièce très... vous savez, on sait de moins en moins si Shakespeare a vraiment écrit toutes ces pièces. Il y a un vrai doute là-dessus. Voilà. Et puis, comme on le sait, ces grandes pièces un peu mythiques sont de toute façon toujours issues probablement d'autres mythes qui les ont précédés. Il est assez difficile de savoir quelle en est l'histoire. Mais ce que j'aime dans cette pièce, c'est qu'elle a une vraie... Je pense qu'on dit parfois que c'est sûrement une des pièces les plus sexuelles de Shakespeare. L'intrigue est assez complexe, comme toujours chez Shakespeare, mais je trouve qu'il y a une espèce d'analyse assez passionnante du rapport amoureux. Du rapport amoureux et du rapport au couple, même plus. C'est-à-dire, imaginez que toute personne a quelque part la chance ou la possibilité de rencontrer un être qui correspond. Encore faut-il le trouver. Et La Mégère apprivoisée est souvent considérée comme un ballet, enfin comme une histoire ou comme une pièce très machiste, mettant en avant l'espèce de domptage de la femme. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je pense que c'est simplement deux êtres exceptionnels qui ne peuvent supporter l'idée d'avoir une relation médiocre avec l'autre. Et on a tous envie de penser que nous sommes des êtres exceptionnels et on a tous envie de trouver, pour construire une relation avec l'autre, quelqu'un qui est aussi exceptionnel que soi. Et je pense que c'est intéressant entre Gremio, Hortensio, Luciento et Petruccio. Ce sont vraiment 4 caractères masculins très particuliers. Et il faudra trouver 4 caractères féminins très particuliers qui puissent correspondre les uns avec les autres. Donc c'est vraiment une analyse pour moi de cette relation homme-femme, amoureuse, homme-femme, à la fois sociale, à la fois viscérale et humaine. Comment on arrive à faire correspondre les bonnes cases avec les autres. Et je sais que la musique est très importante pour vous, et vous connaissez bien sûr très bien la musique, et vous travaillez avec beaucoup de compositeurs russes, et ça vous arrive aussi de travailler avec des compositeurs contemporains, qui juste même écrivent pour vous les choses. Beaucoup. Mais pourquoi, avec cette Mégère apprivoisée, vous avez pensé au Shostakovich? Pas Prokofiev, pas Stravinsky, je sais pas. Pourquoi la musique russe aussi, peut-être? Alors, il y a deux raisons. La première vraie raison, c'est qu'il me semblait que... venant en Russie, je trouvais... Moi, j'aime bien l'idée, quand je vais rencontrer quelqu'un, quand je vais rencontrer une culture, quand je vais rencontrer une compagnie, de faire un pas vers eux. Et l'idée pour moi de prendre un compositeur russe, c'était une évidence. Je n'avais pas du tout envie d'arriver ici avec un compositeur français. Je n'ai pas envie d'amener cette idée. Voilà. Moi, j'ai envie, c'est moi qui ai envie de rencontrer ce que représente cet extraordinaire patrimoine de cette compagnie.
Et Shostakovich, c'est un compositeur avec qui j'ai travaillé musicalement plusieurs fois, mais j'ai découvert ce que je connaissais peu, sa musique de film, qui est une musique assez extraordinaire, où on sent que là, il a toute sa dimension satirique, il a sa dimension grotesque, il a sa dimension comme si c'était une respiration pour lui permanente, où il peut se permettre tout ce qu'il ne peut pas se permettre dans sa musique dite savante, dans sa musique dite symphonique. Et je trouvais amusant qu'il y ait cette dimension un peu ironique qu'on a tous. On a tous ces espèces de côtés obscurs, de côtés secrets qu'on ne peut pas toujours révéler aux autres. Et là, je trouvais intéressant justement dans cette histoire, parce que je le trouve très Petruccio, Shostakovich. Je trouve que c'est Petruccio, très la mégère, cette espèce de personnage qui donne une image, qui est obligé de donner une image, et qui au fond est sûrement très différent de ce qu'on imagine entendre ou de ce qu'on imagine de lui. Peut-être parce que l'environnement l'oblige à un certain comportement, à une certaine musique, et dès qu'il peut se cacher derrière un film ou derrière autre chose, là il peut vraiment lâcher ce qu'il ressent. Et je trouve que cette musique est très riche, je la trouve complètement folle, je trouve qu'il y a une liberté que tout artiste rêve d'avoir, et voilà, pour moi ça me paraissait une évidence. Alors c'était très complexe à structurer, parce que ce sont des choses qui sont très différentes les unes des autres, mais par contre, il y a une caractérisation qui est très très forte. Et c'est pas par hasard que Prokofiev a fait de la musique de film, que j'ai travaillé avec des compositeurs de musique de film, que Shostakovich a fait de la musique de film. Il y a cette relation à l'image et donc à la narration. C'est-à-dire qu'immédiatement, quand on entend la musique, elle nous situe quelque chose, elle nous offre un univers, une atmosphère très particulière. Et moi, c'est mon moteur, avec la danse. Si je suis incapable de travailler tout seul dans ma chambre d'hôtel. La chorégraphie m'intéresse que pour ce qu'elle déclenche quand j'écoute de la musique en communion avec les gens avec qui je travaille. Je ne peux pas penser la chorégraphie sans être dans un studio avec la musique. Et donc, elle me porte. Si la musique est mauvaise, très souvent, je fais un mauvais ballet. Là, la musique est extraordinaire, donc je vais obligatoirement... Mais là, quand vous avez trouvé déjà la musique, elle avait structuré, est-ce que ça veut dire que même que vous allez travailler dans le studio avec les gens concrets, vous avez déjà toute la structure, en quelque sens, comment ça déroule l'action de... Alors, comme toujours... moi, d'abord, il y a quand même une situation ici qui est extrêmement nouvelle pour moi. C'est la première fois depuis 20 ans que je crée en dehors de ma compagnie. Donc, c'est quelque chose de très déstabilisant et de très excitant à la fois. Ça m'oblige à repenser toute ma structure. Ça m'oblige à repenser tout mon fonctionnement. Ce qui, je l'espère, va m'amener évidemment à découvrir des choses nouvelles. Mais de l'autre côté, quand on est aussi déstabilisé, on peut avoir tendance à se refermer sur ce qu'on connaît déjà pour se protéger. Donc c'est à la fois, j'ai créé dans ma tête une structure assez précise de ce que devrait être le ballet, et puis comme dans toute création, on connaît son objectif, mais surtout, on ne connaît pas le chemin que l'on va prendre pour aller à cet objectif. Alors, on sait qu'il y a une voie toute droite. Patrice Chéreau, un merveilleux metteur en scène, parlait de ça. Il expliquait souvent que faire une création, ou accompagner des danseurs ou des acteurs sur une création, c'est comme gravir une montagne. On va de toute façon arriver en haut du sommet. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on prend la face sud, qui est une face très confortable, ensoleillée, où on va arriver facilement, ou est-ce qu'on prend la face nord, où il y a de la neige, où il y a des pics, où c'est beaucoup... Moi, j'aime prendre la face nord. Parce que quand j'arrive en haut de la montagne, le plaisir n'est pas le même. Et je ne veux pas savoir quelles vont être les difficultés en arrivant là-haut. Alors, déjà, sur les 3-5 premiers jours où on a travaillé, j'avais prévu des morceaux de musique extrêmement clairs dans ma tête, et ça a déjà complètement changé. C'est-à-dire que là où je pensais que c'était simplement l'entrée de Grémio, ils sont rentrés à 3. Pourquoi ? Parce que quand on était dans le studio, avec ces magnifiques danseurs, il y a une chimique qui s'est passée tout de suite. Il y a des choses entre eux qui sont passées qui immédiatement m'ont donné envie de faire autre chose. L'idée principale est là, mais la forme, elle est inattendue, et je le veux inattendue. Sinon, je respecte il y a des chorégraphes qui sont capables de préparer leur travail et qui ont une telle obsession avec leur écriture chorégraphique que finalement, peu importe qui va la faire, ils vont amener, quoi qu'il arrive, ce danseur au résultat qui est le leur. C'est leur œuvre.
Moi, mon travail n'est pas dissociable de la relation au danseur. Alors, beaucoup de chorégraphes disent ça, mais moi, c'est concret. C'est-à-dire que si le danseur ne s'approprie pas le travail et ne le porte pas là où moi je veux l'emmener, le travail chorégraphique sera inexistant. S'ils arrivent à l'accompagner, à ce moment-là, le travail chorégraphique, la révélation du danseur seront totales, mais toujours la chorégraphie disparaîtra. C'est-à-dire que la chorégraphie ne m'intéresse pas comme un art de démonstration. Il m'intéresse comme un art qui révèle le fait qu'un chorégraphe, à la différence d'un écrivain ou d'un peintre, est quelqu'un dont le travail dépend toujours des autres. Il dépend évidemment avant tout du danseur, il dépend de la scénographie, il dépend de la musique, il dépend des lumières. Donc ce n'est pas un travail qu'on peut revendiquer créativement comme un travail individuel. C'est un travail de transmission. Et le vrai travail du chorégraphe, c'est d'arriver à structurer la relation avec les uns et les autres pour que tous ensemble, on puisse créer une œuvre dont à la fin, on ne sait pas qui est responsable. Je ne veux pas savoir si c'est la dramaturgie de Rouault, si c'est ce que les danseurs ont amené, si c'est ce que c'est la lumière. Et je sais que la plupart du temps dans mes spectacles, où les gens adhèrent au spectacle complètement, où les gens n'adhèrent pas du tout. C'est très très rare qu'on me dissocie en me disant « Ah, j'ai bien aimé les costumes, ah, j'ai bien aimé la musique. Ah, Non, c'est en général, voilà. Et parce que pour moi, c'est ça un travail de chorégraphe. Quand je veux exister créativement tout seul, j'écris ou je peins. Mais si je fais de la chorégraphie, je transmets. Donc c'est une relation de partage. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que je peux pas vous dire aujourd'hui comment j'imagine Katharina ou comment j'imagine Petruccio. J'imagine quelque chose qui va exister au moment où je vais les avoir en face de moi. Et ça va devenir l'étalon qui va me permettre de comprendre ce que j'imaginais. Mais tant que je ne les ai pas, je ne peux pas le penser. Et là, c'est la première, quand vous avez dit création d'un 21 que vous allez faire dans une compagnie ailleurs de votre. Et dans votre compagnie, vous avez fermé cette compagnie. Vous connaissez tout le monde, c'est comme la famille. Absolument. Une chose quand vous arrivez ici. Qui sont les qualités primordiales que vous essayez de trouver dans les gens avec qui vous pensez après de graver cette montagne? Comme pour un repas que j'organiserai chez moi. Des gens avec qui je me sens bien. Des gens avec qui je sens qu'on a envie de se raconter quelque chose. C'est chimique. C'est avant tout chimique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des atomes crochus? Est-ce qu'on est bien quand on est en train de parler ensemble? Ou est-ce que, pour des raisons mystérieuses, il y a une tension qui... voilà. Si moi, je sens qu'il n'y a pas une adhésion de la part du danseur qui va travailler avec moi, c'est-à-dire un désir de participer, un désir de m'accompagner, ça ne fonctionne pas. Et je rappelle toujours aux danseurs qui souvent sont assez nerveux au moment de commencer une création, que les chorégraphes sont très nerveux aussi. C'est-à-dire que les certitudes n'existent pas quand on est dans un milieu artistique. Les vérités non plus, d'ailleurs. Donc la première chose pour moi, c'est de sentir cette adhésion et cette envie d'échange. Alors, on peut appeler ça une relation amoureuse, on peut appeler ça une relation artistique. En tout cas, c'est une histoire de sensibilité. Et puis, évidemment qu'il y a la part, je dirais, plus mécanique, c'est-à-dire comment le corps de ce danseur répond au type de mouvement. Est-ce que je sens que sa sensibilité va pouvoir être en adhésion avec ce que j'ai envie de faire? Mais encore une fois, je ne cherche pas des modèles qui sont préfabriqués. Je cherche des types de personnes avec qui cette relation est possible. Voilà. C'est vraiment essentiel pour moi. Et je sais que votre travail, on a pas seulement à Monte-Carlo, mais aussi ailleurs, à Canada et dans les autres campagnes au monde entier. Quand vous l'aurez fait là-bas, vous changez un peu la chorégraphie pour les gens qui travaillent là-bas, ou ça doit être votre langage, votre œuvre le plus proche possible, effectué par les autres gens? Il y a plusieurs cas de figure. Je vais vous dire la vérité, si je m'écoutais vraiment, une fois que j'ai créé un spectacle avec une première distribution, je n'ai pas envie d'en voir une autre. Jamais. Jamais. Et pour moi, cette première distribution sera toujours la plus juste. Alors, il peut arriver, quand je remonte un ballet, des fois, quand je ne suis pas content lors de la première création, avec un rôle. Ça a été le cas, par exemple, quand j'ai fait Roméo à Monaco. Le rôle de Mercutio,
je ne l'ai jamais trouvé. Un jour, je suis allé dans une autre compagnie et j'ai vu le Mercutio dont j'avais toujours rêvé. En général, j'évite d'aller voir les spectacles. Parce que c'est souvent une souffrance pour moi. C'est-à-dire que je considère qu'à partir du moment où on me fait l'honneur et on manifeste le désir de reprendre un de mes ballets, ça ne m'appartient pas. Ça appartient au directeur de cette compagnie et aux danseurs qui vont le faire. Mais ce n'est pas une histoire qui est liée à moi. Donc, parfois j'y vais, mais j'aurais tellement de choses à dire, j'aurais tellement envie de retravailler que je sais que ça ne va pas être possible. Donc si je ne le vois pas, c'est plus simple. Je considère qu'à un moment, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de donner mes ballets à l'extérieur. Pendant 12 ans, je n'ai pas voulu remonter les ballets à l'extérieur. Parce que je trouvais qu'il n'était pas normal que je, chorégraphe, n'aille pas voir les gens sur place. Et de l'autre côté, après, j'ai compris qu'une œuvre chorégraphique, il y a un moment où elle vous échappe. Et en fait, je le sais quand est-ce qu'elle m'échappe. Elle m'échappe le soir de la première. Le soir de la première, c'est quelque chose qui ne m'appartient plus. C'est une relation entre le public, les danseurs. C'est plus une relation avec moi. Donc, quand je remonte, je vais voir. Des fois, je suis surpris. Des fois, souvent, je suis malheureux. Souvent, je suis très malheureux parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de cette aventure. Et donc, j'entends des fois des gens qui disent « Waouh, mais quel... » J'ai même entendu une fois « Mais c'est encore mieux dansé qu'à Monte-Carlo. » Bon. Et finalement, ça ne veut rien dire pour une raison très simple. C'est que nous ne sommes pas dans un domaine rationnel ni objectif. On est en permanence dans une relation à la subjectivité dans notre métier. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Et j'aime bien, par contre, moi, dans les spectacles, prendre en compte le fait que le public ne nous appartient pas. Le fait que le public, nous ne le maîtrisons pas. Parce que la perception d'un spectacle ne dépend pas du spectacle, il dépend de la personne qui le regarde, de son histoire, de sa capacité à comprendre ou pas les choses, d'être sensible ou pas aux choses. On vient de faire un lac des Cygnes, il y a des gens qui voient ce lac des Cygnes comme quelque chose de totalement subversif, de très violent, de presque caricatural. Il y en a d'autres qui enfin se disent « Ah, enfin, une dimension féminine, masculine ». Qui a raison, qui a tort? Personne ne le sait. La seule chose c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est le moment là que je suis en train de passer avec les danseurs dans le studio. Ça, c'est le plus précieux parce que c'est ça qui m'appartient. C'est ça qui nous appartient. Et si à la fin, quand on présentera le ballet le 4 juillet, c'est un très gros succès, ben je me réjouirai pour tout le monde. Mais si c'est une catastrophe, on ne nous enlèvera jamais la beauté de l'aventure. Et c'est pour ça qu'il faut que l'aventure soit belle. Pour que quoi qu'il arrive à la fin, le vrai travail de création, il est là. Si... comme certains, je ne prends pas du tout en compte les gens avec qui je travaille, que ma seule obsession, c'est d'arriver à faire ma création comme je la sens, et qu'à la fin du compte, cette création ne va nulle part, vous n'avez même pas eu la richesse de ce bonheur avant. Et donc ça, ce travail de création-là, c'est le plus précieux. Et quand ce travail-là est riche, très souvent, à la fin, l'ensemble est riche. Bien. La dernière question que je vous pose, c'est, vous avez déjà quelques jours que vous avez travaillé avec Bolchoï. Quand vous avez rencontré les danseurs pour la première fois, juste pour commencer le travail de Mégère Apprivoisé, quelles étaient les pensées essentielles, ou les paroles essentielles, ou les premières paroles que vous avez dit à tous ces gens? Si ce n'est pas un secret. Non, ce n'est pas un secret. Je leur ai dit que ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait une création à l'extérieur. Je leur avais dit que... je pouvais en avoir peur, et je leur ai dit surtout que pour moi, ça ne pouvait pas être une aventure dans laquelle je ne prendrais pas de plaisir. Parce que si je ne suis pas sorti pendant 20 ans, c'est parce que j'ai créé à Monte-Carlo une équipe avec laquelle tout ce que l'on fait n'est que du bonheur. Donc ce que je chercherai avec eux avant tout, c'est un beau moment de partage et de bonheur. On va peut-être pas toujours se comprendre, je vais peut-être vous demander des choses qui vont paraître étranges, je vais peut-être parfois trouver que vous n'êtes pas assez généreux, mais le plus important pour moi, c'est qu'avant que moi je vous choisisse, c'est vous qui devez me choisir. Et j'ai rappelé ce que je crois profondément, ce n'est pas moi qui fais les distributions, c'est eux. Ce sont eux qui, dans leur manière d'être, leur comportement, leur intention, me font comprendre que je dois les prendre. Mais quand moi je chorégraphie, que je fais un casting, quand je réfléchis à la fin, c'est jamais mon choix, c'est toujours eux
qui s'imposent. C'est eux qui ont demandé à être. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, je le dis publiquement, Ekaterina, qui n'était a priori pas la danseuse avec qui j'étais le plus sensible, devient pour moi évidemment ma Katarina pour cette création. Et ça, je peux vous dire, c'est son choix. Elle n'en est peut-être pas consciente, mais c'est son choix. Et du coup, ça, c'est une vraie rencontre. Parce qu'elle a fait ce petit bout de chemin vers moi dont j'avais besoin pour la rencontrer. Et si les gens pensent que c'est le chorégraphe qui va dire « Non, non, mais toi, je vais te réveiller », c'est complètement faux. C'est comme une relation amoureuse. Moi, je peux tomber amoureux de vous. Si vous n'avez rien pour moi, la chose ne va jamais se passer. Donc, il faut que la chose se retrouve. Ça, c'est ce que je leur ai dit immédiatement. Et je leur ai dit, si vous allez travailler avec moi quelques jours, si au bout de quelques jours, vous sentez que ce travail est un travail qui ne vous satisfait pas, qui ne vous nourrit pas, ou avec lequel vous vous sentez mal, please. Je ne peux travailler qu'avec des gens qui ont envie de faire ça. Pas envie d'avoir un rôle. Pas envie de faire une première, non, qui ont envie de faire ce travail-là. Alors regardez-le, essayez de le comprendre, et quand on va commencer, là, c'est une vraie relation de confiance. Ne me trahissez pas, parce qu'on va commencer une aventure dont je vous fais confiance. Bon, moi, je suis tombé amoureux de Jean-Christophe Maillot, c'est évident. Maintenant, on attend cette aventure. Je remercie beaucoup Jean-Christophe d'être ici avec nous à notre chambre vert. Merci, spasiba. Spasiba. Dommage. Mais c'est... On en fera un autre. Oui, on fera un autre. Parce Ça que peut être intéressant. C'était très intéressant. Vous parlez très intéressant aussi. Quand j'aurai avancé un peu aussi, il y aura des... Mais pour cette interview que nous faisons, à vrai dire, je voulais parler sur vous. Parce que oui. là, on a parlé sur création. Oui. Mais moi, toutes ces interviews que je fais, j'essaie toujours de parler sur les gens. Oui, ça et on ne trouve pas beaucoup de choses comme ça. On parle toujours des trucs, comment dire, quotidiens. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je préfère l'autre. Mais là, comme on n'a eu que quart d'heure, ça ne vaut pas la peine. Alors, j'ai décidé de parler. Mais c'était très intéressant ce que vous avez dit. On peut refaire sans problème. Moi, j'aime bien les conversations. Merci beaucoup. Pas de souci. Okay. Au contraire. On va trouver alors. Ouais. Oh, oui.